Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans Café Coaching sur Radio Pluriel, on est ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui mon invité s'appelle Thomas Despins, il a 23 ans, il est venu nous parler d'un projet ambitieux, culotté, magnifique, c'est le Startup Cycling. Voilà, il voyage à travers le monde de Bordeaux à San Francisco à la rencontre des créateurs d'entreprises et en vélo. Voilà, il va nous raconter tout ça. Café Coaching avec Elodie. Alors bonjour Thomas. Bonjour Elodie. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation de dernière minute. Avec plaisir. J'ai su qu'il était sur Lyon, j'ai entendu parler de son projet, j'ai dit il faut qu'il vienne nous raconter tout ça parce que ça, quand même, avec, y a un peu un lien avec Café Coaching où moi j'essaye de faire venir justement des personnes qui ont un parcours atypique. Et toi, tu vas à vélo à la rencontre des personnes qui ont un peu aussi un parcours atypique. Exact. Et puis voilà, quel projet, quoi. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter, toi, Thomas, 23 ans, quand on voit le parcours, on se dit il doit avoir 40 ans, mais non, 23. non, j'ai 23 ans, donc je m'appelle Thomas, je viens de Bordeaux. J'ai décidé... Après avoir eu plusieurs petits projets d'entreprise à Bordeaux, au mois de décembre, d'accomplir un de mes rêves qui était de voyager autour du monde. Et j'ai décidé de le faire de manière, du coup, comme tu l'as dit, un peu atypique, puisque j'ai essayé de le faire à vélo et de le faire à la rencontre des créateurs de start-up, donc dans le monde entier. Ah ouais, c'est un sacré projet. Et du coup... comment ça t'est venu cette idée de projet ? Parce que donc toi, tu avais des envies de créer une entreprise, mais partir à vélo comme ça, faire le tour du monde, c'était quoi ? C'est quoi l'objectif ? Alors en fait, c'est venu pour l'origine du projet, donc c'était au mois de décembre de 2014, donc il y a quelques mois. J'étais dans mes projets et puis je me rendais compte en fait que ce que je faisais, ça me plaisait. Donc je travaillais un peu dans l'événementiel, j'avais créé une petite boîte à Bordeaux qui s'appelait Bordeaux Privilège. Et en fait, ça me plaisait, mais je me suis rendu compte que j'avais envie de faire quelque chose qui était plus grand, qui avait plus d'ampleur et plus de portée. Et ça faisait déjà très longtemps que j'avais envie de voyager autour du monde. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas maintenant ? J'ai mis un peu de côté tout ce qui était le comment, toutes les excuses qu'on peut trouver. Alors, pour moi, la principale, c'était l'aspect financier. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je suis parti d'un « et si je le faisais ?» et du coup, en partant de là, je me suis dit « et si je faisais le tour du monde ?» Et en fait, ce qui s'est rajouté après, c'était un enchaînement au final assez logique. Quand on se concentre sur le comment, on trouve plein de liens. Je voulais le faire en fait je voulais pas voyager pour voyager. Je voulais vraiment avoir un projet et des objectifs derrière que je vais te décrire. Je voulais mettre en lien en fait cette envie de voyage et ma passion en fait pour l'entrepreneuriat et principalement pour les startups. Donc du coup, ce qui est venu assez rapidement en fait, c'était l'idée de faire le tour du monde des créateurs de startups. Je trouvais que c'était intéressant d'aller voir dans chaque pays ce que les personnes faisaient, d'aller voir comment elles en étaient arrivées là, comment elles passaient outre les problèmes, est-ce que c'était facile d'entreprendre dans tel ou tel pays. Les points communs aussi. Voilà, les points communs, donc tout ce qui est convergence, divergence. Voilà, je voulais vraiment voir par moi-même, passer au-delà des on-dit. Il y en a beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et du coup, le troisième point, c'était de le faire en vélo. Alors, c'est ça, j'ai une question. Le vélo, à la base, t'es un cycliste Pas du tout. Alors... Je me suis dit, il faut que je lui demande quand même si... À peu près les seuls moments où je faisais du vélo avant de partir, je pense que c'était quand je prenais les Vélib à Bordeaux pour aller d'un point à un autre, mais sinon, à part ça, je faisais pas beaucoup de vélo. Ah oui, parce que donc, quand tu me racontais que là, tu t'es fait l'école, en fait, à la base... À la base, je fais pas de vélo particulièrement, en fait. Ah
Bah dis donc, ah ouais, c'est pas banal quand même. Et voilà, et du coup j'ai choisi le vélo comme mode de locomotion parce que je voulais voyager de manière... Enfin, pour moi c'est voyager avec un grand V, donc c'était voyager dans le sens de découvrir, Ouais, plus que d'aller d'un point A à un point B particulièrement. ouais. Je voulais vraiment découvrir, et pour découvrir je me suis dit il faut que je sois ouvert sur les gens, il faut que j'aille à la rencontre des gens. Et du coup pour Oui. moi il y avait deux moyens de locomotion, c'était le vélo ou alors à pied. Je me suis dit qu'à pied ça allait me prendre 10 ans, du coup j'ai Ouais. choisi le vélo pour avoir un peu plus d'autonomie, pour... Mm. Voilà, pour prendre un peu plus de bagages aussi. Mm. On peut pas porter la même chose dans un Bah sac à oui. dos et sur un vélo. T'as combien de bagages alors là? Alors j'ai 40 kilos, plus le vélo qui fait 20 kilos. Ah ouais, donc là tu te traînes 60 kilos. Voilà, c'est donc ça. là, quand tu t'es fait l'école, il s'est fait. Enfin, c'était quoi que t'as fait J'ai traversé les Pyrénées, après en Espagne il y a eu plusieurs petits cols pour rejoindre Barcelone. Et plus récemment j'ai eu le col de Gap à Grenoble. Oui, Voilà. ouais. Et puis cet après-midi je vais en avoir un autre en allant sur Genève. T'en as un autre. Et donc avec 60 kilos, là, tu dois quand même bien sentir... En fait, alors, le premier était super dur. Ouais. Du coup, le premier, c'était le plus haut aussi. C'était 2000 mètres d'altitude. Il y avait de la pluie, il y avait beaucoup de camions sur la route. Et puis, c'était le premier. Donc, du coup, je savais pas à quoi m'attendre. C'était vraiment, vraiment dur. Ouais. C'est-à-dire que, pour donner une idée, quand tu passes un col, t'es sur la plus petite vitesse et ça reste quand même super dur. Ouais. Donc, c'est un effort qui est intense, qui est constant. Et puis, il faut pas t'arrêter, Et c'est ça? Voilà, faut pas s'arrêter parce que si tu t'arrêtes, c'est encore pire pour repartir. Si jamais te vient l'idée de pousser le vélo parce que tu trouves que 5 km/h c'est pas rapide et que tu vas y passer l'après-midi, bah c'est pas une bonne idée parce que c'est plus dur de pousser le vélo que d'être dessus et de pédaler. Voilà, et de pédaler même si c'est dur. Du coup j'ai testé, donc j'ai pu Ouais. expérimenter ça. Mais voilà, mais une fois qu'on en a passé un, alors je dis pas que maintenant c'est facile, mais Oui. maintenant je dis que je sais à quoi m'attendre et que ma résistance à l'effort et à la douleur du coup physique, parce que c'est douloureux de faire un effort pendant aussi longtemps. Du coup, cette résistance-là a augmenté et c'est de Oui. plus en plus facile. Ouais, c'est Voilà. ce qu'on disait, c'est que finalement, c'est une question de perception mentale aussi. En fait, ça te forge ton mental, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une épreuve où on sait à quoi s'attendre et une épreuve qui est complètement inconnue, on ne sait pas combien de temps ça va durer, quel effort on va devoir fournir, etc. Maintenant, je sais que si j'ai un col, intérieurement, je sais que je dois m'attendre à tel type d'épreuve, avec tel type d'effort, et du coup, je m'auto-conditionne pour franchir cette épreuve-là. D'accord. Et est-ce que tu as un road trip, enfin, tu vois des étapes de prévues avec, tu as commencé telle date, tu finis à telle date ton voyage, et puis parce que là, par exemple, tu me disais, je suis sur Lyon 3 jours, après je pars à Genève, c'est tout calé là? Ah, pas du tout en fait. En fait, au début, je voulais vraiment tout prévoir. Et il se trouve que, alors j'avais pas le temps, parce que j'ai pris 4 mois seulement de préparation. Mais deuxième chose, surtout, je me rends compte au final qu'on apprécie plus tout ce qui se passe sur la route quand c'est pas prévu. Je vois des personnes qui ont prévu, par exemple, qui partent moins longtemps, mais qui ont prévu 2 mois de voyage et qui ont tout prévu à la journée près, et puis même au monument près. Oui. Je fais vraiment totalement l'inverse. C'est-à-dire que sur 1-2 semaines, je sais dans quelle ville je vais aller, j'ai une vue d'ensemble en fait, mais dans le détail. Voilà, je sais pas, par exemple, je sais que je vais aller vers Genève cet après-midi, je sais pas exactement quelle route je vais prendre. Ouais. Je préfère... Tu laisses place à l'impro. Voilà, je préfère improviser quand c'est possible. Des fois, il faut regarder précisément les routes. Mais quand c'est 2 villes qui sont proches, que je suis pas dans l'urgence, et je le suis rarement puisque je voyage, et du coup je prends mon temps. Du coup j'aime bien un peu, voilà. Oui, mais en plus, on dit... bon, là, on est dans Café Coaching, hein, donc moi, souvent, je fais des émissions qui sont liées au développement personnel, et on dit que, justement, même dans la vie de façon générale, il faut laisser la place à l'impro. Il faut laisser... si quand tu prévois tout, ce qui est censé t'arriver, il n'y a pas la place pour, quoi. C'est ça, en fait. Je pense que quand on prévoit tout, on a des attentes par rapport à ce qui doit arriver. Et quand on a des attentes, c'est la meilleure façon d'être déçu, au final. Parce que quand on attend quelque chose de précis... il y a plein d'occasions pour que ce qui se passe soit pas exactement ce à quoi on s'attendait. Quand on s'attend à rien de très précis et qu'on a juste plus ou moins une direction, au final on peut
que être agréablement Tout est surpris une surprise, du coup. Voilà, tout est une surprise. Et pour autant, je pense qu'il faut pas faire que de l'improvisation. C'est-à-dire que, donc oui, je voyage donc je sais globalement dans quelle ville je vais, et c'est vrai que je prépare pas tous mes itinéraires et toutes mes étapes et tous les monuments un par un. Par contre, il faut quand même qu'il y ait un cadre global. Donc, mais tu sais, c'est comme l'éducation. On dit, pour bien éduquer un enfant, il faut lui donner un cadre, et dans ce cadre, il faut le laisser libre. voilà, je pense que c'est le même principe. Ouais. Et je pense que c'est le principe pour tout. J'ai une autre anecdote, ça me fait penser à une autre anecdote, une personne qui me disait... moi, les gens me trouvent très maniaque et croient que je suis psychorigide. Et elle disait, en fait, non, c'était une prof de danse, c'est une amie qui me racontait cette histoire. Et elle disait, en fait, non, pas du tout, je veux pouvoir partir en voyage demain si on me le propose. Du coup, elle disait que son appartement, il était super rangé, calé, ses papiers aussi, et qu'elle avait un côté dans son quotidien très carré pour pouvoir justement faire de l'impro tout le reste du temps, quoi. J'avais bien aimé cette image, c'est un peu ça, je trouve que... Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Pour l'exemple du voyage, là, le cadre que j'ai, c'est un cadre du coup que je me suis construit et que je construis au fur et à mesure. Ça correspond à des routines que je crée, par exemple pour le matin, pour le rangement des affaires, pour le soir, pour le moment où je mets la tente, le moment où je m'arrête de rouler, etc. Ouais. C'est un cadre assez global et qui est très très souple, mais qui existe quand même, qui est rassurant un peu, quoi. Voilà, c'est ça qui me permet de me dire, bon, ben, je vais pas me lever à 14h, prendre la route à 15h et faire que 2 heures. Voilà, c'est ce genre de cadre-là. Et n'empêche que c'est sacrément intelligent de le faire comme ça, parce qu'effectivement, ce qu'on a tendance à faire, je sais pas si dans les gens que tu rencontres en start-up, là, je te parlais d'horaire, là, avant d'arriver, je disais, moi, j'ai un gros problème avec l'heure et les horaires. Et c'est vrai que quand on travaille pour soi, je trouve qu'on peut vite avoir ce travers et qu'il faut vite qu'on ait cette rigueur de se dire... je m'impose quand même des horaires et un cadre, quoi. Les gens que tu rencontres, tu dois peut-être... je sais pas si t'ont parlé de ça. En fait, les routines, on en retrouve pas mal chez les entrepreneurs qui se créent eux-mêmes leurs propres routines. En fait, l'intérêt des routines, donc chez les personnes qui sont indépendantes, qui voyagent ou qui entreprennent, pour moi, l'intérêt des routines, en fait, c'est d'automatiser des tâches qu'on doit faire dans une journée qui peuvent être redondantes et qui vont revenir chaque jour. Et l'intérêt des routines, en fait, c'est de libérer, on va dire, du temps de cerveau disponible pour le côté créatif et pour ce qui compte vraiment. Au lieu de se dire... alors pour le voyage, c'est mince, il faut que je prépare mes affaires, comment je vais m'y prendre, etc. Si on crée une routine une fois et qu'on dit dès que je me réveille, je fais ça et ça, on n'y pense même pas. C'est-à-dire que même si on n'est pas réveillé, on le fait, etc. Et du coup, le cerveau est beaucoup plus disponible pour tout le reste. Voilà. Et du coup, alors techniquement, comment ça se passe ce voyage? Tu disais, tu as ta tente et tu fais un peu du camping sauvage Oui, voilà, exactement. En fait, l'idée, c'est que dans les grandes villes, je suis généralement hébergé donc soit par du Couchsurfing ou Warm Shower qui sont des réseaux de voyageurs. Alors comment tu dis que c'est? Alors il y a Couchsurfing qui est plutôt très connu et Warm Shower qui est un peu moins connu, qui a du coup une plateforme qui permet de mettre en contact les voyageurs à vélo. Donc, c'est vraiment spécifique pour les cyclistes. D'accord. Et en fait donc qui permet c'est des voyageurs qui hébergent d'autres voyageurs. D'accord. Voilà. Donc c'est des plateformes qui existent où on peut contacter les gens. Sur etc. les deux, c'est spécialisé pour les voyageurs à vélo. Couchsurfing, c'est pour tout type de voyageurs. D'accord. Voilà. Okay. Et Warm Shower, c'est spécifique pour les voyageurs à vélo. Du coup, tu trouves beaucoup, finalement, dans les grandes villes, en tout cas, c'est français. Non, c'est pas que français, c'est international. C'est international. Alors en fait, au début, c'est ce que je faisais beaucoup. Et au fur et à mesure, que le projet avance, je suis de plus en plus contacté, donc que ce soit par des startups ou des voyageurs qui me disent tiens, si tu passes dans telle ville, tu peux venir chez moi, tu auras un hébergement, tu auras l'eau chaude, etc. Ça m'arrive de plus en plus en fait. Au début, j'étais obligé d'être sur Couchsurfing, etc. Je me disais où est-ce que je vais dormir, comment ça va se passer. Et puis j'avais aussi pas mal d'appréhension pour dormir en tente au début. Alors, et les deux déclics qu'il y a eu, le premier c'était le fait de me dire qu'au final ma tente c'était mon mode d'hébergement principal. Une fois que j'ai réussi à accepter ça, et c'est allé assez vite, hein, ça a pris peut-être 3 semaines, 1 mois. Quand j'ai accepté ça, au final je me suis dit au pire je dors dans la tente en fait. Donc du coup je savais que quoi qu'il arrive,
ce mode-là était plus alternatif, mais était devenu principal. Ouais. Et ensuite, il y a la deuxième chose, c'est quand les gens ont commencé à entendre parler du projet, que ce soit via le site web, les réseaux sociaux, etc. J'ai eu de plus en plus de propositions, donc notamment dans les grandes villes. Spontanées. De propositions spontanées de personnes qui me proposaient un hébergement. Bon, finalement, les Français sont pas si fermés et, comme on le dit, que ça. Mais en fait, voilà ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu verras, en France, ça va être compliqué, mais à l'étranger, les gens sont super accueillants. Au final, pour l'instant, j'ai juste fait la France et l'Espagne et j'étais super bien accueilli dans les deux pays sans aucun problème. Et du coup, quand tu vas à l'étranger, tu rencontres aussi donc des startups. Tu leur parles quoi, anglais? Enfin, je parle anglais, ouais. Quand j'étais en Espagne, je parlais anglais. Ouais. Mon espagnol est vraiment exécrable. Ouais. Du coup, je parlais anglais. Puis au fur et à mesure, alors je suis pas bilingue, mais je me débrouille en anglais. Et au fur et à mesure, j'ai assez confiance dans le fait que l'anglais va devenir assez courant et que je vais m'en sortir. Je parlerai plus que cette langue-là, donc du coup... tu vas devenir complètement bilingue. Voilà. Et alors, comment il est financé, ce projet? Comment ça... Parce que c'est ça qui pose question, on se dit, attends, il part comme ça Oui, du coup, je te disais que le point de vue financier, je l'avais un peu occulté quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire. Du coup, j'ai quand même dû y penser, forcément, parce qu'une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, dans les moindres détails, il reste à se pencher sur les questions du comment. Donc, il y a eu plusieurs sources pour le financement. La première, évidemment, c'était mes fonds propres. Donc, ça semblait évident. Ensuite, j'ai créé avec un ami à moi qui s'appelle Jordan une association, du nom du projet, donc Startup Cycling. Une asso donc, qui soutient ce projet-là et qui soutiendra les retours qu'il y aura quand je reviendrai. Et en fait, donc, avec cette association-là, on a pu faire des demandes de sponsoring et de subventions à différentes structures. Donc, pour le point de vue des subventions, c'est quelque chose qui prend du temps. En 4 mois, c'est super long d'avoir des subventions. Donc, on a quand même réussi à gagner un appel à projet à Bordeaux. Il y avait plusieurs projets qui étaient présentés. On a été parmi ceux qui étaient primés. Donc, ça a pu permettre de financer une toute petite partie, mais c'était déjà ça en plus. Et ensuite, au niveau du sponsoring, il y a un réseau qui existe en France qui s'appelle le réseau Cyclable. C'est un réseau en fait, de boutiques spécialisées dans le vélo. Donc, ils ont une quinzaine de boutiques en France et à Genève aussi. Ils ont un peu... Voilà. Et en fait, je les ai contactés. Il y avait une boutique à Bordeaux et c'était mon premier sponsor. Ils ont accepté ils ont cru dans le projet. Dans ton projet. Et c'est vrai qu'il tient la route, c'est le cas de le dire. Au début, c'était peut-être moins le cas. Quand je commençais à y penser, c'était moins clair, mais évidemment, ça se précise avec le temps. Et du coup, donc voilà, le réseau Cyclable m'a vraiment aidé. Et puis même aujourd'hui, quand je vais dans une ville où il y a une boutique du réseau, si j'ai besoin d'une pièce, si j'ai besoin d'aide sur l'entretien du vélo, à chaque fois j'ai du soutien. Ah ouais, c'est génial ça. Voilà, donc c'est vraiment pratique, surtout pendant la phase de rodage un peu en France. Et oui, parce que du coup, tu disais que c'est quand même pas le vélo, c'était pas ton. Ah oui, c'est ça. Et puis je suis pas spécialement quelqu'un de manuel. Donc du coup, tout ce qui est réparation, etc., c'était pas du tout. T'as eu déjà un peu des petits problèmes avec ton vélo? Oui, j'ai des problèmes classiques. J'ai eu une roue qui a crevé, j'ai cassé un chaînon de ma chaîne dans une montée parce qu'il y avait quelque chose qui s'était coincé dedans, mais rien d'insurmontable. Et justement, j'en parlais, ils m'ont fait une journée de formation avant que je parte, où ils m'ont expliqué comment démonter les roues, comment démonter le dérailleur, enfin vraiment comment entretenir le vélo et le réparer. Et heureusement, parce que sinon j'aurais été bien embêté. Et voilà, donc eux, ça a été mon premier sponsor qui m'ont aidé du coup à financer une bonne partie du matériel. Et ensuite, il y a eu d'autres sponsors privés, mais il y en a eu très peu. C'était vraiment une toute petite partie du budget. Ensuite, il y a eu le crowdfunding, donc financement participatif. Oui, c'est vrai que ça marche bien ça maintenant. Voilà, ça marche ça a pas mal marché. On a réussi à atteindre l'objectif et on a eu 10% du budget. Alors, ce qui était toujours pas énorme, mais c'était déjà ça. Et en fait, à partir du moment où j'avais eu ces sommes d'argent-là, moi, le principe que j'avais établi, c'est à partir du moment où tu as le vélo et une tente, tu pars, en fait. D'accord. Donc, en fait, sur un budget global,
Alors le budget initial maintenant qui a changé, mais initialement c'était 13 000 Ouais. pour l'année, comprenant le matériel, l'hébergement et la nourriture. Ouais. Je m'étais dit, bon, dès que j'ai juste de quoi acheter le vélo et la tente, plus quelques équipements, donc c'était dès que j'ai 2500, 3000, même si c'est une toute petite partie, c'est 20% du budget, je pars en fait. D'accord. Ah oui, Voilà, c'est vraiment donc culotté. j'ai eu ce déclic aussi de me dire, c'est bon, je sais que je pars. À partir du moment où tu sais que tu pars, ça débloque plein d'autres choses. Et puis, du coup, on en parlait hier, je crois, au téléphone. Du coup, dans ce sentiment d'urgence, les solutions, tu les trouves, quoi. C'est ce qu'on disait aussi. Ah oui, parce que tu te mets des points de non-retour, et je pourrais t'en décrire quelques-uns que j'ai établis consciemment. Du coup, tu t'engages dans le projet et dans le processus, et plus tu t'engages, plus tu trouves des solutions, parce que c'est un peu un entonnoir, et tu sais que la date approche, tu sais que tu vas partir, donc les solutions, au final, tu fais tout pour les trouver, et tu les trouves. Tu te rends compte de ta créativité. Bon, tu vas nous en dire plus. Là, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Benabar. Il y a une fille qui habite chez moi. Toi, c'est un peu ce que tu vis. C'est pas une fille, mais c'est toi qui habites chez les autres un peu. C'est ça. Café Coaching. Tous les mardis. Avec Elodie. Eh bien voilà, on se retrouve après Benabar et moi je suis avec Thomas qui nous parle de son super projet ambitieux et culotté et qui m'évoque plein d'adjectifs et tout. Enfin c'est Startup Cycling. Voilà, ça fait 4 mois. 4 mois c'est ça ? Non, ça fait combien de temps que tu es parti ? Je suis parti il y a 2 mois. Non, il y a 2 mois. Ça fait 2 mois qu'il est sur la route en vélo. Il a fait presque 2000 km et il est parti de Bordeaux. Et il va aller jusqu'à San Francisco. Donc voilà, si vous voyez un peu le parcours. Et justement, il nous parlait du financement de ce projet. Alors, du coup, tu nous disais qu'il y avait du sponsoring, qu'il y avait du... comment ça s'appelle ? Des subventions. Des subventions. Les fonds propres. Voilà, tes fonds propres. En premier. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était les sources que je suis allé chercher au tout début. Ouais. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, je me suis dit, voilà, dès que j'ai de quoi avoir le vélo et la tente, je sais que je pars. C'est pour ça que je dis culotté, parce qu'il faut vraiment oser. Hein. Et voilà, donc en fait, ça c'était au début. Puis ensuite, il y a, quand j'ai commencé à parler du projet à mes proches, à ma famille, etc., donc il y en a qui ont décidé de m'aider. Donc c'est plutôt le cercle proche familial où j'ai eu un petit peu d'aide aussi de ce côté-là. Oui, t'as eu le financement participatif familial. Voilà, exactement, je dis un petit peu d'aide, mais en fait ça m'a vraiment beaucoup aidé pour acheter tout ce qui manquait de matériel. Ils t'ont soutenu dans ce projet alors ? Oui, vraiment. Parce que des fois, la famille, ils ont des fois plutôt l'effet attention, qu'est-ce que tu fais quoi ? Il y a eu cet effet-là mais à force d'en parler, je pense avec la conviction que j'avais quand j'en parlais, voilà, je pense qu'ils ont été convaincus et que de toute façon ils ont compris que je partirais quoi qu'il arrive. Ouais. Et voilà, donc cette partie-là m'a aussi beaucoup aidé, le fait d'être soutenu, que ce soit financièrement ou moralement. Enfin, surtout moralement, c'est important, je pense, d'avoir le soutien des personnes qui sont proches. Donc voilà, il y a eu cet aspect-là du financement qui était important. Et ensuite, il y a par exemple un ami à moi qui a une marque de vêtements qui m'a offert des t-shirts. Et oui, je vois que tu as même les t-shirts Startup Cycling. C'est quand même super pro ton truc. Hein. En fait, c'est un ami à moi qui me les a offerts. Qui m'a dit tiens, j'ai fait un assortiment de taille, c'était une surprise en fait. Il m'a dit t'en as 100, t'en fais ce que tu veux, mais je pense que ça peut t'aider pour le financement. Génial. Voilà, donc du coup quand j'ai fait ma soirée de départ, ceux qui voulaient m'aider pouvaient avoir un t-shirt, et du coup je faisais cette vente là pendant la soirée. Donc ça c'était encore un autre aspect du financement, et du coup donc je te disais que j'ai les fonds ou pas, j'avais décidé de partir, c'est ce qui s'est passé. Donc, et du coup, t'es parti. Du coup, je suis parti, sachant que pour financer l'année, il me manquait environ 50% quand même du budget total. Ouais. Mais bon, quand même, c'était déjà pas mal. Hein. Voilà, c'était déjà pas mal. Et pour moi, ce qui comptait, en fait, c'était vraiment d'être sur la route. De me dire, c'est bon, le projet a commencé, j'ai mon vélo, j'ai tout le matériel. Donc, heureusement, j'ai pu vraiment partir avec tout le matériel dont j'avais besoin, même si je l'ai un peu ajusté après. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est bon, je suis sur la route.
Maintenant, la question du financement pour continuer, donc je savais pour combien de temps j'en avais, enfin je sais toujours pour combien de temps j'en ai avec l'argent que j'ai de côté. Oui, ça c'est pareil, c'est un budget à respecter voilà, plus alors, juste. Pareil, j'essaye de pas être trop strict. Et de me dire s'il y a des jours où je dépense un peu plus, je rattraperai sur d'autres jours, mais je calcule pas. Je note les montants que je dépense chaque jour pour avoir une idée, mais je calcule pas à l'euro près en me disant attention, j'ai dépensé 50 centimes de trop. Oui, puis sinon tu vas passer ton temps à calculer, quoi. Oui, et puis après on profite plus. C'est comme pour ce qu'on disait pour les itinéraires. Si tout est trop prévu, on n'a plus le temps de profiter. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un budget quotidien moyen. Alors, évidemment, c'est pas le même qu'on est en France ou qu'on est en Thaïlande. Et oui. Mais du coup, j'essaie de faire un lissage et de trouver en gros le budget moyen dépensé chaque jour, qui comprend donc la nourriture, qui comprend tout ce qui est visa et billets d'avion quand je vais devoir traverser les continents. En fait, j'ai pris cette somme totale et en fait, j'ai divisé par le nombre de jours que je pensais partir. Et en fait, ça me fait un budget quotidien d'environ 7 euros. Oui. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec 7 euros, je peux voyager un jour de plus. Et en fait, en partant de ce constat-là, j'ai décidé, et sur les conseils de certaines startups que j'ai rencontrées qui voulaient m'aider à avancer, j'ai créé une plateforme sur le site web du projet, donc où je raconte les voyages, les personnes que je rencontre, etc. J'ai créé une plateforme de dons qui est toute simple, où j'indique que avec 7 euros, les personnes peuvent m'aider à voyager un jour de plus. Un jour de plus, voilà. D'accord. Donc évidemment, c'est sûr qu'un jour de plus, ça paraît pas grand-chose sur un projet de cette dimension-là, surtout s'il dure au final 2 ans. Oui. Mais un jour de plus, un jour de plus, sûr, ça fait une semaine et au final, ça fait ça fait plusieurs. Alors, où est-ce qu'on peut dis-nous où est-ce que les gens peuvent aller pour justement voir ton site et puis s'ils veulent faire un don, même juste te suivre. Alors en fait, pour suivre le projet, l'adresse du site c'est startupcycling.co. Oui. Donc c'est en un seul mot. Startup, donc S-T-A-R-T-U-P, et cycling, C-Y-C-L-I-N-G.co. Ouais. Et en fait, sur ce site-là, je mets tous les articles de voyage, je raconte mon parcours, je mets les photos, et puis il y a aussi les liens vers les réseaux sociaux. Oui, on peut vraiment te suivre ton projet, quoi. Voilà, donc ceux qui aiment plus particulièrement les photos, je suis très présent sur Instagram. Où c'est la première communauté en fait qui m'a mis en contact avec des gens et où j'étais contacté par des startups. Donc le nom sur tous les réseaux sociaux que j'utilise en fait c'est le même, c'est Startup Cycling. Oui. Vous c'est assez facile. Sur Facebook, sur Voilà. D'accord. Donc moi je vous invite à 7 euros. Ça lui fait une journée de plus. Et alors bon, 7 euros pour une journée, c'est là que c'est pareil. Ça te donne une bonne leçon quand toi. Tu calcules là, quand tu me parles, je calcule dans ma tête combien je dépense par jour. Et c'est vrai que ça vaudrait le coup de faire le calcul. Mais en même temps, je pense que ça te forge sur plein de choses, quoi. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce voyage, dans ce projet même ? Le plus difficile que j'ai traversé, c'était pendant la préparation. En fait, c'était le fait de me dire, une fois que j'avais eu le déclic et que j'avais vraiment l'envie en fait de partir, c'était le pont entre le j'ai envie de partir et le j'ai décidé que j'allais partir et tout ce qu'il fallait faire pour partir. En fait, c'était alors je vais donner des exemples. C'était par exemple décider d'arrêter mes projets à Bordeaux. Oui. Qui pour moi, quand on crée un projet, donc une entreprise, c'est un peu notre bébé, et qu'on se dit que du jour au lendemain, parce qu'on a une autre idée, on se dit ça faut que je le mette de côté. Donc il y a eu cet aspect-là de me dire les activités que j'ai créées et qui en plus commençaient à être rémunératrices pour moi, ce qui veut dire que ça me permettait chaque mois d'avoir un peu d'argent. Je mettais à la fois de côté ce que j'avais créé et ce qui me permettait de me nourrir du coup. Donc ça, c'était vraiment une partie qui était difficile. Il y a eu la partie de me dire, pendant une longue période, je vais plus voir mes proches, mes amis, etc. Et ça, c'est vrai etc. que ça doit pas être évident. C'était pas évident. Ça a été, une fois que je l'ai accepté, au final, ça m'a pas posé de problème. Alors évidemment que mes amis et mes proches me manquent, mais c'est, on va dire, pour une bonne cause. En fait. Disons que je sais pourquoi je le fais, et du coup, ça m'aide à passer... ça m'aide à passer au-delà. Ouais.
ça, c'était vraiment les phases qui étaient un peu difficiles dans la préparation du projet. Ouais. Voilà, donc je me Et rappelle. après, sur le chemin ou sur le voyage, qu'est-ce qui te paraît le plus compliqué En fait, si je devais choisir... Ouais, ce qui me paraît le plus compliqué, je pense, c'est... Disons que j'ai réussi à acquérir un certain état d'esprit dans les 2 premiers mois de voyage, où je suis assez émerveillé de ce que je vois, de ce qui m'arrive, etc. Et en fait, je pense que ce qui est difficile, c'est de garder cet état d'esprit tout au long du voyage Oui. et de pas tomber un peu dans ce phénomène d'être un peu blasé, de dire Oui. ouais, bon, bah, c'est une autre montagne, ouais, c'est un autre lac. Oui. Et pour l'instant, je sais que je suis pas confronté à ça. Mais je sais que ça arrive à beaucoup de voyageurs, qu'il y en a beaucoup qui renoncent à cause de ce changement d'état d'esprit. Ouais. En fait, ils sont plus vraiment émerveillés, et ils sont plus dans... Voilà, ils voient, pour finalement. eux, plus rien n'est nouveau et tout devient un peu pareil. Mm. Donc je pense que ça va être difficile de garder C'est cet trop état ça, d'esprit. finalement, même quand on est en voyage comme ça, on arrive à... C'est quand même... L'être humain arrive à se blaser facilement, en Mm. fait. Voilà. Après, bon, j'espère que je touche du bois pour que ça m'arrive pas. Mais sinon, pour être plus concret dans le quotidien, ce qui est la phase la plus difficile, donc sur une journée, on va prendre à l'échelle d'une journée, c'est le moment où en fait il faut que je parte de l'endroit où je suis. Ouais. Alors c'est pas, c'est difficile dans le sens où il faut que j'arrive à me dire, bon, c'est bon, tu te réveilles, maintenant Ouais. t'as toutes tes affaires à ranger, t'as ta tente à ranger, ça prend, mine de rien, ça prend pas mal de temps, et c'est quelque chose qu'il faut faire chaque jour en fait. Oui. Du coup, mais on parlait des routines tout à l'heure, c'est pour ça Ouais. que j'ai créé une routine autour de ça, et ça me permet de faciliter ce processus-là, et de pas passer 3 heures le matin à me réveiller, me dire, bon, mais je Oui, vais parce peut-être regarder que- les réseaux sociaux, je vais peut-être faire Ouais. ci, et Sinon, au tu final... peux rester dans un sentiment, dans cette émotion qui est pas super agréable, en fait. Ouais, voilà, c'est Mm. ça. Et puis tu peux... Ouais. Les premières vraiment difficultés que j'avais au début, hormis la difficulté physique, mais au final, j'en parle pas beaucoup parce que le corps s'habitue super vite. Ouais. C'est vrai que y a plein de personnes qui me disent mais tu roules 80 à 100 km par jour, ça fait beaucoup, physiquement ça doit être dur, surtout si t'étais pas cycliste, etc. Oui, c'était dur au début, mais en fait, vraiment, on me l'avait dit et je l'ai expérimenté, le corps s'habitue vraiment vite. Ouais. C'est vraiment... tout se passe dans la tête en fait. Mm. Au début, je me rendais pas compte, je le croyais parce que c'est des voyageurs d'expérience qui me le Oui. disaient, mais c'est vraiment le cas. Je pense que une journée de voyage, c'est peut-être 30% purement le physique et 70% C'est le mental. dans la tête. C'est Ouais, ouais. c'est vraiment, c'est de toute façon, même, c'est ce qu'on dit des grands sportifs, ils disent que la préparation la plus importante, c'est la préparation mentale plus que physique, quoi. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui est le plus enrichissant? Parce que ça, je pense que il doit y en avoir des choses Oui, alors là, à il y en dire. a beaucoup. Ce qui m'a le plus... On va dire, ouais. Ce qui m'a le plus enrichi depuis le début, c'est les rencontres que j'ai pu faire avec les personnes. La plupart des rencontres, d'ailleurs, qui étaient spontanées. Qui Ouais, étaient qui pas viennent du tout finalement prévues. d'elles-mêmes. Voilà, alors je pense notamment à... J'ai plusieurs événements en tête. Vas-y, raconte-nous. Il y a, je me rappelle de cette fois où j'étais épuisé après, c'était la première semaine, j'étais vraiment épuisé après une journée de vélo. J'avais fait 80 km et j'avais pas atteint mon étape d'après. Je devais arriver sur Foix et en fait je me suis arrêté 20 km avant Foix, donc c'était complètement dans la campagne. Et puis à un moment donné j'ai pris un petit chemin à droite, donc j'étais sur une nationale, donc c'est pas les routes les plus excitantes, c'est toujours tout droit, il y a beaucoup de voitures. Ouais. Et donc j'en avais un peu marre et j'ai pris à droite, il y avait un lieu-dit et je me suis dit bon bah, je trouvais peut-être un endroit pour mettre ma tente. Et en fait il y avait rien, c'était une route qui montait super haut et je me suis dit bon bah quitte à être là, j'avais fait 1 kilomètre en dehors de la route principale et je me suis dit quitte à être là, je vais continuer à suivre la route, on verra bien ce que je trouve. Et au final, je suis arrivé à un endroit, donc j'ai toqué à une porte en fait et je me suis dit bon ben ils avaient l'air d'avoir des grandes propriétés, il y avait pas mal d'herbes partout et je me suis dit je vais demander la permission de mettre ma tente. Et au final, donc c'est une dame qui m'a ouvert, qui s'appelle Danielle, c'est au niveau de Cazaux, donc juste avant Foix. Et je lui ai expliqué mon projet, j'ai expliqué mon histoire et je lui ai dit bah écoutez voilà je cherche un endroit où je pourrais planter ma tente. Et elle a eu 10 secondes d'hésitation où elle se dit bon c'est quand même quelqu'un que je connais pas qui vient comme ça et
Et au final, en fait, elle m'a dit, bon, ben ok, si vous voulez, vous pouvez mettre ici, etc. Mhm. Elle m'a proposé une bâche pour pas que ma tente soit humide, pour mettre sur l'herbe, etc. Et en fait, je parle de cet événement-là parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après qui n'étaient pas du tout ni prévues ni attendues, qui m'ont beaucoup surprise et qui m'ont vraiment enrichi. C'est que, en fait, à la suite de ça, on a commencé à parler. Et puis, au final, elle m'a proposé de prendre une douche. Elle m'a proposé de manger avec elle. Elle m'a proposé de laver mon linge. Elle m'a proposé de venir à l'intérieur si je voulais Internet, etc. Et alors que je m'y attendais pas du tout, que c'était pas du tout prévu, je voulais juste un endroit pour poser ma tente, en fait. Au final, elle m'a offert plein de choses. Puis, pour la petite histoire, la bâche qu'elle m'a donnée à ce moment-là, je l'ai encore sur moi et je voyage avec depuis ce jour-là et elle m'a pas mal sauvé la vie pour l'humidité, quelque chose, une des choses à laquelle je n'avais pas pensé au début. Et voilà, et du coup, c'était... Je savais même pas quoi dire pour la remercier. Je savais, enfin j'étais pas habitué à recevoir autant et puis ça prouve que des fois il suffit de demander un peu pour. En fait, c'est quelque chose qu'on sait pas très bien faire non plus. Demander, c'est pas évident. Exactement. Ça je pense que c'est lié à la peur du rejet. Je pense que l'être humain a toujours peur d'être rejeté. Et même si par exemple j'ai appris à demander depuis que je suis sur la route, ça n'empêche pas que j'ai quand même cette peur. C'est quelque chose qui est. Oui, je pense que c'est quelque chose qui vient de loin et qu'on garde. Et il y a une citation que je me répète dans ces moments-là, c'est si tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. Ah, c'est pas mal ça. Si tu ne demandes pas, la réponse sera toujours non. Bah ouais, donc c'est joli. C'est une des citations qui m'a le plus aidé à passer à l'action. Que ce soit dans la demande de sponsors, que ce soit dans la demande pour tout ce qui est la partie préparation du projet, et puis même maintenant sur la route, c'est assez trivial en fait, mais c'est vrai que si on ne demande pas, forcément on ne pourra jamais avoir ce qu'on veut, et la réponse de la personne sera forcément non, puisqu'elle ne saura pas ce qu'on veut. Et puis le fait d'apprendre aussi que c'est pas grave si on me dit non. Et puis en fait c'est ça. C'est ça surtout, je trouve que toi, tu te rends compte, déjà peut-être que tu as peu de noms, je sais pas, je parle pour toi, mais... Et surtout que les noms, ils tuent pas, quoi. Voilà, c'est ça. Alors j'en ai eu peu sur la route, quand j'avais besoin d'aide, généralement on m'a aidé. Et pour ça, j'ai pas mal de gratitude pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui n'étaient pas obligés de le faire, et qui auraient pu me dire non, tu peux aller chercher ailleurs, etc. En faisant semblant d'aider, mais bon... tout en se mettant pas eux-mêmes dans le processus d'aider la personne. Mais c'est vrai que, par exemple, je me rappelle pour les demandes de sponsors, j'avais un peu peur qu'on me dise non, etc. Et j'ai dû demander à peut-être 50, 60 sponsors potentiels différents, même peut-être plus, s'ils pouvaient m'aider dans le voyage. Et même s'ils me disaient non pour l'aide financière, j'ai eu d'autres aides, c'est-à-dire des mises en contact ou des choses comme ça qui m'ont tout autant aidé. Si j'avais pas demandé, j'aurais rien eu. T'aurais rien eu. Voilà. Et oui, puis après, c'est ça aussi, c'est de garder en tête que on se prend des portes, mais il y a des portes qui s'ouvrent, quoi, en fait. Mais il y a que celui qui fait rien pour qui il se passe rien. C'est ça. Et du coup, la deuxième citation à laquelle ça me fait penser, pour moi les deux sont complémentaires, c'est une personne qui disait « Si la chance ne frappe pas à ta porte, commence par construire une porte ». Ah, génial. Du coup, tu parlais de porte, et c'est vrai que ça rejoint la première, et j'aime bien ces deux-là. Eh ben, je les aime beaucoup aussi, tiens, je vais les écrire, je les aime beaucoup. Et ben, tu sais quoi, nous, on va écouter, justement, je voulais faire un petit clin d'œil à ton parcours, La bicyclette de Yves Montand. Très bien. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Et oui, jusqu'à 14h, il nous reste plus qu'un quart d'heure, dis donc. C'est tellement passionnant qu'on voudrait rester avec Thomas pendant 2 heures pour qu'il nous raconte son... C'est pas un périple, c'est un voyage, c'est un projet, ça s'appelle Startup Cycling. Je vais y arriver, il a 23 ans. Et il est parti, il y a 2 mois, il nous raconte son histoire qui est vraiment passionnante. Alors, du coup, tu nous parlais de ce qui était enrichissant, ce qui te paraissait le plus enrichissant. Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme celles que... Pour les rencontres, ouais. Y en a une qui m'a marqué, c'est quand je suis parti de Barcelone. En fait, j'ai décidé, en partant de Barcelone, de mettre un petit carton à l'arrière de mon vélo
qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient ce que je faisais, et je me suis dit que ça pouvait permettre de briser la glace, de mettre une phrase en fait sur ce que je faisais. Voilà, donc j'avais écrit, c'était en anglais, et je disais que je faisais le tour du monde à vélo pour rencontrer des startups. Donc c'était la première pancarte, depuis elle a un peu évolué. Ouais. C'était vraiment pris sur un carton récupéré dans la rue avec un feutre noir, et ça tenait avec des tendeurs. Bon, maintenant, Ouais. voilà, j'ai un système qui est un peu plus élaboré. Mais donc j'avais mis ça, et à peine un quart d'heure après que je sois parti de Barcelone, il y a un couple d'Anglais qui voyageait, je sais plus, je crois qu'ils voyageaient juste en Espagne, et qui m'ont abordé et qui m'ont dit tu fais le tour du monde à vélo, etc. Puis qui m'ont demandé si j'acceptais de faire une photo avec eux, etc. Ouais, génial. Donc je me suis dit bon, j'ai bien fait de mettre la pancarte, puisque c'est après l'avoir lu en fait qu'ils m'ont abordé. Et puis une demi-heure après, j'étais le long d'une marina, c'était au niveau de Badalona, donc juste au-dessus de Barcelone. Et puis là, il y a un mec donc je le voyais, il était à pied, et je voyais qu'il lisait ma pancarte, et puis j'avançais pas très vite, je profitais de la vue. Et du coup, qui est venu me parler, qui m'a dit j'ai lu ce que t'as mis à l'arrière de ton vélo. Écoute, moi je fais ça. Enfin, directement en fait, on a parlé comme si y a pas eu en fait de déclencheur. C'est pas bonjour machin. C'était juste moi je fais ça, etc. Ton projet il me plaît bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Puis on a parlé 5 minutes, et puis il commence à repartir, et puis là il se retourne et il me dit je t'ai pas proposé, mais si tu veux, j'habite sur un bateau, en fait, juste là-bas. Si tu veux, tu peux venir boire un café. Ça me ferait plaisir de te présenter ma colocataire. Elle a voyagé à vélo, elle aussi, etc. Et en fait, de fil en aiguille, donc, je suis allé donc, sur le bateau, on a bu un café, on a parlé, et au final, j'ai passé toute l'après-midi avec eux. On a eu des discussions super intéressantes, et on a même fait une petite impro. Donc moi, je joue du piano, en fait, depuis que je suis tout petit, et il avait un piano sur son bateau. Ouais. Et ça faisait super longtemps que j'avais pas touché un piano, donc c'était génial. Lui faisait de la batterie, moi du piano. Et du coup, on a joué, c'était pas du tout prévu, c'était complètement spontané. Et puis on a joué, et voilà, et au final, après, on allait se balader un peu le long de la plage sur quelques kilomètres en vélo. Enfin, c'était vraiment pas du tout prévu. Ouais, et c'était vraiment enrichissant dans le sens où je m'y attendais pas, et où j'ai reçu beaucoup, et puis c'est des petits moments de bonheur qui sont émotionnellement ça crée vraiment quelque chose de fort, quoi. Ouais, ça fait vraiment parce que quand tu voyages et que t'es tout seul, alors c'est vrai, les gens me demandent souvent, et c'est pas trop dur d'être tout seul, mais en fait j'ai pas l'impression d'être tout seul quoi. Je suis tout seul dans le sens où j'ai pas un compagnon de voyage qui fait le même parcours que moi, mais sur la route, alors même si c'est juste les automobilistes qui m'encouragent dans l'école, ou des cyclistes qui passent, alors parce qu'eux ils ont un vélo super léger, du coup, ils me doublent tous à chaque fois, que ce soit dans l'école ou partout d'ailleurs, qui lèvent leur pouce et qui me disent bon courage, etc. Tout ça en fait c'est des petites choses que tu reçois et qui te motivent, et tu dis tu te rends compte que t'es jamais seul, qu'on n'est jamais seul en fait. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des moments, par exemple, entre Grenoble et ici, j'ai passé une nuit dans une forêt, et il y a eu pas mal d'orages. Ah oui, j'ai vu l'article, je me suis dit waouh, c'est quand j'ai vu cet article que je t'ai envoyé un message, j'ai dit faut qu'il vienne nous raconter tout ça. Ouais, en fait j'étais complètement imprudent, il a fait 33 degrés la journée je crois, c'était une journée, il faisait hyper chaud, je me suis dit j'aimerais bien me poser dans une forêt, au bord de l'eau, etc. pour avoir un peu de fraîcheur, et au final donc j'étais au bord, il y avait une petite rivière, il y avait un lac, c'était vraiment sympa, donc c'est de la forêt, donc je me suis mis au pied d'un arbre, pour pas que la tente prenne trop d'humidité, c'est un petit truc qu'on m'a donné, pour que ce soit l'arbre qui prenne la condensation, et en fait j'ai pas, vu qu'il avait fait super chaud, j'ai pas fait attention à la météo, et puis en quelques minutes le ciel est devenu noir, et la pluie a commencé à tomber, et j'ai pris un orage venu de nulle part. Sous un arbre. Sous un arbre, au bord d'une rivière qui aurait pu déborder à tout moment. C'était complètement imprudent. Bon, ça m'a vraiment servi de leçon, je le ferai plus, j'ai vraiment passé une nuit t'as dû flipper avoir quand peur. même un peu. Mais ça m'a quand même apporté quelque chose, c'est une expérience intéressante, parce que avant que la foudre commence à tomber, comme j'avais eu super chaud et que j'avais beaucoup transpiré et que je pouvais pas me baigner dans le lac ni dans le petit ruisseau qu'il y avait, je me suis douché sous la pluie, ça m'était jamais arrivé. Et je me suis dit quitte, parce que j'étais mouillé en fait, le temps de mettre mes affaires, et je me suis dit quitte à être mouillé,
c'était super désagréable avec la transpiration et tout. Et je me suis dit, quitte à être mouillé, de toute façon, je suis tout seul au milieu de nulle part. Et du coup, je vais prendre ma douche dans la forêt sous la pluie. Et c'était une expérience marrante. Ça devait être quand même... C'était atypique, là, pour le coup. Et c'était marrant. J'ai un peu mouillé ma tante après, mais c'était... Voilà. Et alors, ces startups, justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces rencontres avec ces entrepreneurs ? Est-ce que tu as l'impression que tu retrouves un certain type de personnalité, ou est-ce que tu te dis non, c'est différent à chaque fois Alors en fait, déjà, dans les rencontres avec les startups, j'ai été surpris de l'intérêt qu'ils portaient au projet. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils m'ont reçu, à chaque fois, pendant 20 minutes, je pense, à chaque fois, ils voulaient plus en savoir sur mon projet que parler d'eux. Déjà, c'était surprenant parce que dans la démarche que j'avais, je leur explique que je rencontre des créateurs de startups, que j'ai envie de parler de ce qu'ils font en tant que personne, plus en tant que startup, pour parler de leur parcours, etc. Et au final, c'est eux qui me posent plus de questions au début. Donc ça, c'était vraiment surprenant. Et parce que c'est un projet qui paraît tellement... Finalement, c'est rigolo. Tu te dis, tiens, moi j'ai fait ça, t'es un peu fier de ton projet. Et puis quand on voit le tien, on se dit, oui, bon. En fait, je m'en rends pas vraiment compte. Enfin, quand j'y vais, c'est que je suis dans la ville, je vais juste, pour moi, voir quelqu'un et j'ai envie d'en savoir plus sur comment il en est arrivé là. Et donc, du coup, ce côté-là était vraiment très agréable et j'étais vraiment très, très, très bien reçu chaque startup que j'ai rencontré. Et dans les types de personnalités, alors c'est intéressant. Il y a des choses qui reviennent. Alors à chaque fois, je leur demande à la fin de donner un conseil. S'ils devaient donner un conseil à un entrepreneur qui se lance. Et il y a pas mal de choses qui reviennent, notamment se concentrer sur une chose à 100% et la faire bien avant de se diversifier. C'est le genre de conseil qui revient et qu'ils ont appliqué d'ailleurs aussi. Et dans les personnalités vraiment au sens large, c'est vraiment très divers. J'ai noté qu'ils ont tous des personnalités vraiment marquées. Alors, marquées plus que fortes, en fait. C'est-à-dire que je m'attendais à voir plutôt des mecs charismatiques. C'est un peu le stéréotype qu'on a des dirigeants d'entreprise, que ce soit des startups ou non. Mais voilà, c'est surtout des personnalités marquées et surtout des personnes qui croient vraiment, vraiment dans ce qu'elles font. Qui ont la foi. Ce qu'on appelle la foi. Au sens non religieux du terme, pour le coup, mais qui ont vraiment foi dans ce qu'elles font. Et quand elles en parlent, c'est... Voilà, même si elles font pas ça depuis toute leur vie, leur vie est dédiée à ça pendant au moins une certaine période. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu qui était fort. Et on peut voir autant des personnes qui sont timides de base que des personnes qui ont vraiment confiance en elles, des personnes qui ont beaucoup d'humour, des personnes qui sont plus, qui vont être plus critiques par rapport à la société. Il y a vraiment de tout. Vraiment, c'est hyper divers. Le point commun, c'est peut-être la créativité. La créativité et le fait de savoir bien s'entourer et de persévérer dans une voie. Vraiment, persévérer dans une voie, c'est le truc que j'ai vraiment observé chez tous ceux que j'ai vus. Alors, j'en ai vu qu'une dizaine pour l'instant, mais ça revient chez chacune d'elles. C'est le fait de ne pas lâcher, quoi. C'est ça, ouais. Et de savoir, il y a autre chose qui revient, c'est dans leur parcours, c'est de savoir écouter les conseils, mais de savoir sélectionner les conseils qu'on va suivre. C'est-à-dire que si tu suis les conseils de tout le monde, au final, ta start-up, elle va ressembler à rien, ce sera même plus la tienne. Mais par contre, il faut quand même prêter l'oreille aux retours et aux conseils qu'on peut avoir et sélectionner les bons. C'est vrai que c'est important de savoir écouter et moi je dis toujours garder du recul. C'est Exactement. Toujours être spectateur de ce qu'on te raconte. Et c'est ça qui est dur d'ailleurs quand tu te lances parce qu'en fait tout le monde est là avec son bon conseil. Et puis tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce lancement et qui du coup croient que ce qu'ils ont vécu, forcément la personne qui se lance, elle va vivre la même chose. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est hyper intéressant de se renseigner auprès de gens qui ont vécu ce lancement, mais tout en gardant du recul, en se disant moi peut-être que ça se passera pas pareil. Moi par exemple, dernièrement, on me disait, moi à côté, tu vois, je te disais, je me suis fait du coaching et tout, et puis tout le monde me disait, donc c'est une profession libérale, il faut 5 ans. Il faut pour se lancer, pour que ça tourne, il faut 5 ans. Et je me suis rendu compte grâce à une amie que je m'étais figée dans ce truc-là, et que en fait dans ma tête,
c'était ça marchera dans 5 ans. Ouais, il faudra dans 5 forcément ans, là, 5 ans. ça fait plus de... Voilà, mais que dans ma tête, j'avais figé cette date de... ça marchera dans tant d'années. Il me reste encore tant d'années pour que ça roule. Tu t'es mis une je me limite. m'auto-limitais. Et un jour, c'est une amie qui m'a dit, mais tu vas souvent très vite dans ce que tu fais. Pourquoi toi ? Enfin, il y en a, je pense, qui mettent 1 an, d'autres 10, d'autres... Alors que je suis la première à dire ça au monde entier quand même. Et je me suis dit, tiens, là, pour le coup, tu t'es fait avoir, quoi. T'as pris le truc comme on te l'a donné. Et parce que, effectivement, ça vient de personnes qui roulent, qui sont bien... Alors, quand on admire les gens, on a tendance à prendre leurs conseils comme ça et à pas... Il y a ça, et il y a aussi qu'on entend souvent le même conseil qui revient. Voilà, et du coup, c'était le cas là. Et c'est vrai que ça va vite de se mettre soi-même ses propres croyances limitantes, alors même que des fois on veut sortir d'autres croyances, on s'en crée des nouvelles. Ah ouais. Là, pour les 5 ans, c'est un bel exemple. C'était vraiment exactement ça. Alors, les prochaines étapes, c'est quoi ? Dis-nous. Prochaine étape, donc cet après-midi, je pars à Genève. Ouais. Donc je vais pas y arriver dans la journée, j'en ai pour 2 jours. Ensuite, je vais remonter sur Paris. Je vais aller jusqu'à Londres. Et à partir de Londres, en fait, je vais commencer à traverser l'Europe, en fait, d'ouest en est. Donc de Londres jusqu'à Istanbul, je vais passer par... je trace une diagonale, après les pays. Alors, ce sera pas une ligne droite, évidemment, mais je vais essayer de passer par pas mal de capitales qui m'intéressent, où il y a des startups, où c'est assez vivant. Et voilà, donc jusqu'à Istanbul, donc j'en ai pour quelques mois déjà. Et après, le challenge, ce sera d'arriver en Asie. Voilà. D'accord, et donc là, l'Asie, c'est prévu pour... c'est pas prévu pour c'est pareil. Je sais que ce sera dans... entre 6 et 10 mois. Enfin, je peux pas être plus précis que ça. Non. Bon, est-ce que tu nous prévois un... Alors, déjà, tu disais, tu vas faire des articles au fur et à mesure de ces rencontres. Est-ce que tu nous prévois un livre ou quelque chose de... Je sais pas encore quel format ça va prendre. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je vais partager ça. C'est vrai que c'est assez classique chez les voyageurs de faire un long voyage, puis d'écrire un livre, etc. Je sais pas si c'est un modèle qui me plaît particulièrement. Après, faut que ça te corresponde. Après, je sais que j'ai envie de faire un retour, donc soit sous forme de conférences dans des écoles de commerce ou pour aider les gens. Voilà, pour montrer ce que j'ai vécu et puis pour inspirer les gens. C'est ça aussi qu'il y a derrière le projet. Enfin, même surtout ça qu'il y a derrière, c'est d'inspirer les gens et de leur dire, toi aussi, tu peux le faire. Je l'ai fait en partant de zéro, tu peux le faire aussi. Super. Merci beaucoup, Thomas. On est déjà à la fin de l'émission. Tu te rends compte comme ça passe vite ? C'est passé vite, Ouais, merci. Donc, si vous voulez l'accompagner, c'est sur www.startupcycling.co. Sur Facebook et tous les réseaux sociaux, c'est Startup Cycling. Et c'est Thomas Despins. Voilà, merci beaucoup. Merci Elodie. Et bon voyage, bonne continuation et bravo pour ce projet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.